C'est parti, vous avez un petit bouton rouge qui s'est affiché. D'accord? Donc, bienvenue à tous pour ce, du coup, premier webinaire organisé par les alumni d'Ingénieurs 2000 avec le soutien de notre filiale Arvez pour la logistique de ce webinaire. Et nous avons la chance d'accueillir Carlos Cardozo, un président fondateur d'Apiline, qui se présentera tout à l'heure. 2 slides, mais vraiment que 2 avant qu'on démarre sur le Lean. Un rappel de ce que c'est qu'Ingénieurs 2000, donc CFA hors les murs. Vous avez été invité au titre de la communauté des alumni. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez fait un contrat d'apprentissage avec un support d'Ingénieurs 2000 qui a été créé en 1991. Un CFA drivé par l'esprit d'entreprise, je dirais, de nombreuses entreprises partenaires, 6500 apprentis formés maintenant, et une gouvernance formée essentiellement par des entreprises qui sont investies et des établissements reconnus par la CTI, essentiellement, ou l'HCERS. Notre valeur commune à tous, c'est l'apprentissage, avec pour Ingénieurs 2000 un projet ambitieux d'excellence, et l'idée, c'était de réunir ces 2 projets et valeurs en réunissant la communauté des alumni sous cette égide. Donc aujourd'hui, pour vous parler en 2 mots de la communauté des alumni, donc je ne me suis pas présentée, j'ai oublié, c'est pas grave, moi je suis directrice du CFA Ingénieurs 2000, je vais surtout laisser la parole à Sébastien Alglas, qui fait partie de notre bureau et qui est un de nos anciens. Alors bonjour à tous, à toutes. Donc effectivement, je fais partie des anciens Ingénieurs 2000 du CNAM, donc en partenariat Ingénieurs 2000 en partenariat avec le CNAM, et je suis génie mécanique de filière génie mécanique 2003. Donc Aurélia l'a dit, 6500 anciens apprentis, ça veut dire 6500 diplômés, ça veut dire 6500 alumni, et c'est la communauté aujourd'hui qu'on a d'anciens. Tous sous l'égide d'un seul CFA, mais de 5 partenaires de formation différents, donc avec une vraie diversité dans nos métiers, mais un point commun, l'apprentissage comme une force de formation et d'intégration dans le milieu professionnel et tout au long de nos carrières. Nous, dans les alumni, je pense que tu peux passer à la page suivante, on est une équipe, l'équipe cœur, c'est 6 personnes. Et on essaye de représenter aussi bien différentes années que différentes filières de formation. Et donc, sans rentrer dans les détails, voilà, on couvre de la filière année 2000 jusqu'à 2021 et 4-5 formations. Notre objectif, il est clair, c'est de proposer, de développer nos liens, de développer le travail ensemble, de développer le partage et les échanges. Donc, soit par la plateforme alumni qu'on a mis en place là cette année, sur l'année 2023, qu'on a lancé en fin 2023, soit par des activités de webinaire, de coaching, de mentorat qui vont démarrer bientôt et bien d'autres projets. Voilà. Et donc, je vous souhaite un bon webinaire. Merci. Voilà, donc du coup, je vais laisser la parole à Carlos et je vais le laisser aussi présenter. On a organisé ce webinaire pour que du coup, il dure environ une présentation de 20 minutes. Et ensuite, on a prévu un temps complémentaire pour les échanges et les questions que ça pourrait soulever sur cette thématique passionnante qui est le Lean et l'industrie 4.0 que du coup va nous présenter Carlos. Tout à fait, merci beaucoup. Vous voyez bien mon écran, c'est bon, ça bouge? Super. Bonjour à toutes et à tous également, et puis bon appétit à ceux qui en profitent pour déjeuner. Je tenais aussi à remercier bien sûr Ingénieurs 2000 et Arvez pour cette initiative. Alors moi, je suis ravi de partager avec vous ce moment autour du Lean qui m'anime maintenant depuis un peu plus de 25 ans. Je suis tombé dedans, en effet, en 98 au sein du groupe Renault-Nissan, où j'ai eu la chance de travailler sur la fusion des 2 systèmes de production, celui de Renault et puis celui de Nissan, qui était un peu plus avancé, au sein d'un in-house consulting qui s'appelait Institut Renault, Renault-Nissan Consulting, pour ceux qui ont connu, qui nous permettait de travailler en interne du groupe Renault
sur justement ce système de production qu'on a pu déployer un peu dans toutes les usines du groupe, mais aussi en externe, donc ce qui nous donnait cette opportunité d'aller se challenger aussi dans les autres entreprises de plein de secteurs d'activité pour pouvoir déployer ces démarches Lean. Donc, j'ai fait tout ça jusqu'en 2013, où j'ai décidé en effet de voler de mes propres ailes pour créer Appiline. Donc, Appiline qui existe maintenant depuis une dizaine d'années et qui regroupe essentiellement 3 expertises. Notre core business qui est vraiment le Lean, l'excellence opérationnelle, où je dirais que 80% de nos équipes et de nos Appiliners sont des gens qui vont animer, qui vont déployer, mettre en place ces démarches chez nos clients. On verra tout à l'heure. Ça peut être du capacitaire, des problèmes qualité, un embarquement des équipes. Il y a plein de domaines. Mais on a complété ce core business autour du Lean par 2 autres, je dirais, pierres angulaires qui sont très importantes. C'est tout d'abord la partie soft skills, parce qu'on ne fait pas de transformation et on ne fait pas d'excellence opérationnelle sans accompagner les équipes. Donc, on a des coachs qui vont accompagner, en effet, sur le coaching individuel et collectif, ces équipes-là. Et puis, on ne fait pas de pérennité, on va dire, dans le Lean si on n'a pas des systèmes de formation continue, permanents, qui permettent justement d'éviter tous ces effets de balancier que l'on peut voir régulièrement, c'est-à-dire pendant 3-4 ans, ça marche, et puis après, ça s'arrête. Et donc, ce qui permet de garder le cap et d'avoir cette pérennité, c'est vraiment d'avoir des systèmes de formation continue. Donc, c'est pour ça qu'on a au sein des équipes aussi des ingénieurs en pédagogie qui vont concevoir des parcours sur mesure pour nos différents clients. Alors, clients qui sont aujourd'hui plutôt des grands groupes, comme vous pouvez le voir, alors les logos sont un peu petits, mais on va retrouver en effet du secteur automobile, avec des groupes comme Renault, Michelin, Gestamp, Saint-Gobain qu'on accompagne. Dans l'aéro, Safran, Airbus, on va retrouver de la défense avec le groupe Thales qu'on accompagne beaucoup en ce moment, mais aussi des marques un peu plus prestigieuses dans le luxe, avec Hermès et Patek Philippe, par exemple, ou la pharma, avec BASF, et puis aussi des activités de service, des groupes comme Canal+, comme la Banque Postale ou Covea, qu'on accompagne soit sur du Lean, soit sur du soft skills, soit sur de l'ingénierie pédagogique, ou sur les 3 en même temps. Ça, c'est le combo parfait quand on arrive à pouvoir accompagner nos clients sur tous ces domaines-là. Juste pour finir sur Appiline, nous, notre objectif, c'est vraiment, et ça fait déjà un peu le lien avec ce qu'on va se dire sur le Lean, c'était vraiment de déstigmatiser le Lean. C'est-à-dire qu'il y a eu, pendant beaucoup d'années, le Lean n'était pas forcément bien perçu. Il y a je pense aussi des consultants qui n'ont pas forcément appliqué le bon état d'esprit, et donc on peut faire des dégâts, y compris avec n'importe quel outil. Donc, nous, on a vraiment fait le focus sur du collaboratif, sur du sur-mesure, sur ce qu'on a appelé l'Happy Touch, c'est-à-dire que notre objectif, c'est vraiment plus de donner envie de faire du Lean. D'accord ? On préfère un expert ou quelqu'un qui n'est pas forcément un super expert, mais qui va donner envie aux équipes de faire, plutôt que le grand expert, mais qui va bosser tout seul dans son coin et qui ne va pas forcément faire avancer la performance de ses équipes. Donc, voir une Happy Touch, vraiment un état d'esprit coaching, c'est vraiment quelque chose qui nous anime. Et puis, pour finir, on est fiers aussi d'animer depuis 2013 une communauté de directeurs Lean Corporate, donc qu'on a créé en 2013 et qu'on a également développé en Suisse en 2023, parce qu'on s'y a implanté l'année dernière. Donc là, on va retrouver en effet une vingtaine de directeurs corporate Lean qui vont 3 fois par an benchmarker des usines différentes et qui vont se retrouver 1 fois par an pendant une journée pour réfléchir sur de la stratégie, sur comment le Lean est en train de bouger en ce moment, qu'est-ce qu'il faut changer. Voilà. Donc, on retrouve dans ce club des directeurs Lean de grands groupes, vous voyez les noms, des Michelin, des Saint-Gobain, des LVMH et autres. Et donc, c'est aussi une source d'inspiration pour nous, et puis une source aussi de benchmark, c'est-à-dire que ce qui nous permet aussi de proposer à nos clients des benchmarking très spécifiques sur les domaines. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il fallait qu'on plante un peu le décor déjà, pour qu'on puisse bien se mettre d'accord sur ce qu'on entend par Lean, parce que derrière le mot Lean, on peut mettre beaucoup de choses. Nous, on aime bien utiliser cette définition parce que, elle parle de philosophie. La philosophie du Lean, le Lean, c'est pas un projet,
quand on entend dire j'ai un projet Lean. Un projet, normalement, c'est un début, une fin. Nous, on n'aime pas utiliser trop ce terme. Donc, la philosophie, c'est que c'est vraiment une culture qu'on va essayer de mettre en place. Et une culture, ça met beaucoup d'années. On commence, voilà, souvent, j'ai des clients qui me disent tiens, je voudrais installer une culture Lean. Ah oui, mais ça ne peut pas s'acheter, une culture Lean. On peut mettre en place des choses, des rituels, on peut mettre en place un certain nombre de routines, de pratiques, d'accompagnement. Et c'est avec le temps, justement, avec les mois, avec les années, où on va progressivement avoir un état d'esprit Lean et puis avoir aussi une culture Lean. Mais ça va prendre en effet pas mal d'années. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas obtenir des résultats très vite non plus. D'accord. Donc, ce terme philosophie, pour moi, est en effet important. L'autre terme important, ou les deux termes, c'est client et collaborateur. C'est-à-dire que le Lean, son objectif principal, c'est vraiment de se synchroniser avec le client, parce que sans client, pas d'usine, et puis sans collaborateur, pas d'usine non plus. Donc, c'est vraiment, je dirais, les deux parties prenantes qu'il va falloir privilégier. Et la philosophie du Lean, c'est justement, d'avoir des clients satisfaits, de se synchroniser avec eux, mais d'avoir aussi des collaborateurs satisfaits qui ont envie de rester, qui ont envie d'être fidélisés par l'entreprise. Et donc, pour ça, le Lean, c'est avant tout une démarche d'amélioration continue qui va comment dire, viser à augmenter les compétences de tout le monde. Et c'est vraiment peut-être la différence qu'il faut voir avec d'autres définitions que l'on peut voir des fois par ailleurs, où on parle de pratiquer des outils, etc. Les outils, c'est un prétexte. Ce que l'on veut avec le Lean, c'est vraiment augmenter les compétences des parties prenantes pour qu'elles soient vraiment autonomes et qu'elles améliorent elles-mêmes la performance globale de leur entité. Et donc, finalement, le Lean, c'est un processus continu de formation pour augmenter les compétences de tout le monde. Et alors, bien sûr, derrière, il y a plein de pratiques, il y a plein d'outils que l'on verra justement au fur et à mesure. Peut-être deux grands principes aussi qui sont importants pour le Lean, qui sont un peu vraiment des fils conducteurs. C'est tout d'abord, le Lean, c'est produire bon au juste nécessaire et quand nécessaire. C'est-à-dire que la philosophie du Lean, c'est bien sûr de fabriquer les bons produits en qualité, sans défaut, qui répondent aux attentes du client, mais aussi au juste nécessaire. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas d'en fabriquer 2 fois plus ou 2 fois moins, parce que sinon, les clients ne vont pas recevoir leurs pièces. Et puis, c'est aussi le quand nécessaire, c'est-à-dire c'est ni trop tard, ni trop tôt. Donc, ça veut dire recevoir la bonne quantité au bon moment. Et donc, ça, c'est vraiment un fil rouge du Lean qui va nous porter. La deuxième chose, des fois un peu moins connue, c'est ce qu'on va appeler le make visible, c'est-à-dire c'est de rendre les défauts visibles. L'objectif ici, ça va être vraiment de mettre en évidence systématiquement les défauts, alors avec du management visuel, avec des panneaux de com ou autres, il y a plein de manières de le faire, mais l'idée, c'est vraiment de détecter, de corriger les problèmes dès qu'ils surviennent, plutôt que de les cacher, de les laisser un peu inaperçus. Et donc, pour ça, là, il y a aussi plein de techniques pour rendre ces défauts visibles, mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de dire, je dirais presque bienvenue au problème et donc de rendre visibles ces problèmes-là. Et puis, pour finir peut-être sur cette thématique du Lean, avant de faire le lien justement avec ce qui nous intéresse ici et la partie 4.0, il y a aussi 5 grandes valeurs qu'il ne faut pas oublier. La première, c'est que il faut remettre en cause systématiquement la situation actuelle, ne pas être dans le statu quo. Donc, vraiment se focaliser sur ce qui est important, challenger, ça va être des éléments importants. En deux, une autre grande valeur du Lean, c'est de chercher systématiquement des faits et des causes et d'aller là où ça se passe, ce qu'on va appeler les 3 réels aussi. C'est-à-dire d'aller vraiment sur le terrain, de parler avec des vraies données, de parler avec des vrais produits, avec des vraies pièces, avec des vraies personnes. Et c'est là que ça se passe et c'est là qu'on fait de la transformation, c'est sur le terrain. Ça va être bien sûr de chercher à avoir des petites victoires. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que dans tout projet, dans toute démarche de mise en place du Lean, il faut très rapidement obtenir des petites victoires pour motiver les personnes. Et donc, il faut vraiment chercher ce petit pas, ces petites améliorations qui vont être faites et qui vont donner aussi de la performance. Et tout ça se fait dans un cadre qu'il ne faut pas oublier et qui est super important, qui est le respect des personnes. On ne fait pas du Lean sans engager les personnes, sans les impliquer, sans les écouter, sans leur donner du sens, sans s'occuper de leurs problèmes.
Je dis souvent, comment voulez-vous qu'un opérateur ou un manager remonte des problèmes si on ne s'occupe pas déjà des siens, en fait? Un opérateur dont le micro-ondes est en panne à la cantine, sa principale préoccupation, c'est est-ce qu'il va manger chaud. Ce n'est pas forcément sa machine. Donc, enlevons-lui d'abord tous les irritants et après, il va nous donner des idées certainement très, très bonnes pour pouvoir améliorer la performance. Mais d'abord, occupons-nous en effet des irritants des opérateurs et donc respectons en effet les… alors, je parle des opérateurs parce qu'on parle essentiellement là d'usines, mais on pourrait parler aussi de collaborateurs si on est dans des entités plutôt de services. Et puis, le dernier point, grande valeur du Lean, c'est l'intelligence collective, parce que les idées, elles viennent des échanges, et c'est parce qu'on implique les personnes dans cette intelligence collective qu'on a déjà gagné une partie du changement et on a déjà enlevé un certain nombre de résistances. Donc, en effet, si on décide tout seul dans son bureau, ça va être beaucoup plus compliqué d'impliquer les personnes. Donc, le travail d'équipe, l'épanouissement de tous, l'intelligence collective, c'est vraiment une autre grande valeur du Lean. Alors, tout ça pourquoi? Bien entendu, alors bien sûr, une performance. L'objectif de tout ça, c'est d'être performant, c'est d'avoir des usines qui soient rentables et pérennes. Parce que si on essaie de faire tout ça et que l'usine ne gagne pas d'argent, ben, bien sûr, on n'est pas dans un monde de bisounours, donc elle finira par fermer. Donc, c'est ce qui nous permet en effet aujourd'hui d'être performants. C'est ce qui permet d'avoir des clients satisfaits aussi. Et donc, des clients satisfaits, c'est des clients qui reviennent. Si on s'occupe des opérateurs, des collaborateurs, c'est des collaborateurs qui sont heureux de venir aussi. Donc, on va travailler aussi sur leur bien-être au travail, bien-être au sens large, bien entendu, mais de s'occuper d'eux et donc de les fidéliser. Et on sait qu'aujourd'hui, cette partie fidélisation est un enjeu, je dirais, super important. Hein. C'est le recrutement aujourd'hui est vital et on a beaucoup d'usines aujourd'hui qui ont du mal à recruter. Et donc, d'avoir des opérateurs, des collaborateurs qui se sentent bien dans leur travail, c'est aussi un des bénéfices du Lean quand on le fait bien. Et puis, un dernier point qui est un peu plus récent, enfin, du moins, on en parle un peu plus, c'est le bon pour la planète. Parce que le Lean, c'est d'éviter aussi des gaspillages, de fabriquer 3-4 fois la même pièce pour la mettre à la poubelle, d'utiliser des ressources et de l'énergie qui n'est pas nécessaire. Et donc, finalement, une entreprise Lean, elle œuvre aussi pour le bien de la planète de manière assez importante. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit communiquer davantage sur les prochaines années, de bien montrer tous ces avantages du Lean sur cette partie green et sur cette partie planète. Alors, il y a aussi 3 fausses idées sur lesquelles j'aimerais passer juste une minute. C'est souvent, on entend que le Lean, en fait, c'est juste une boîte à outils, pour réduire les coûts. Alors, voilà, on est là pour réduire les coûts, faire de la productivité, etc. Cette idée, elle est assez réductrice, hein, puisque justement, ça ne montre pas tout le potentiel qu'il peut y avoir du Lean. Le Lean, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est vraiment une philosophie qui permet d'augmenter de la valeur pour le client, qui permet de travailler avec les collaborateurs, bien sûr d'avoir des gains de performance, mais ce n'est pas le vecteur principal, ça doit être une conséquence. L'objectif, c'est vraiment avoir des clients satisfaits, des collaborateurs satisfaits. Et si on se focalise là-dessus, bien sûr, on aura de la performance et on sera plus efficace. La deuxième qu'on entend souvent, c'est oui, mais le Lean, ça s'applique que dans les usines, qu'au processus de fabrication. Là aussi, bien sûr, le Lean a trouvé ses racines souvent dans l'industrie manufacturière, mais tous ces principes-là s'appliquent, et énormément de cas aujourd'hui, dans plein de secteurs d'activité qui vont des hôpitaux à la logistique, aux plateformes, aux logiciels, etc. Il y a eu beaucoup d'inspiration du Lean pour trouver de nouvelles méthodes qui permettent aujourd'hui de pratiquer du Lean dans vraiment pratiquement tous les secteurs d'activité possibles. Je dirais presque là où il y a un problème, il peut y avoir du Lean en fait. Et comme il y a des problèmes partout, c'est assez tranquille. Et puis la dernière, qui va faire le lien avec notre question aussi principale, c'est est-ce que le Lean est figé et ne peut pas évoluer avec les nouvelles technologies? Là aussi, en fait, ce qu'on va d'ailleurs voir avec le slide suivant, le Lean s'est toujours réinventé en fait. Le Lean existe depuis des siècles. Le Lean est en perpétuelle dynamique et en perpétuel mouvement. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais la photo, je donne souvent cet exemple du siècle XV, donc 15e siècle.
certainement qu'il y a plein de bonnes pratiques avant, mais on avait en effet la fabrication de bateaux vénitiens en ligne avec un bateau par jour qui tombait à l'eau. C'est-à-dire qu'ils s'étaient organisés pour vraiment être au juste nécessaire. Les fournisseurs de voiles, de bois, etc., qui venaient un peu en arrêt de poisson pour que tous les jours, un bateau à l'eau. Alors bien sûr, le lean après, ça s'appelait pas lean, hein, bien sûr, à l'époque, parce que le terme de lean est arrivé bien plus tard, dans les années 80-90. On a eu Ford, bien sûr, avec la fabrication de sa voiture, qui a aussi inspiré à un moment donné le lean. Mais bien sûr, on n'impliquait pas beaucoup les opérateurs à ce moment-là. Mais ça a donné quand même du sens à certaines choses, notamment cette notion de lean, cette notion de takt time, cette notion de réduction de stock. Et puis tout ça, c'est venu un peu synthétiser à un moment donné avec Toyota, avec cette après-guerre, et puis le Japon qui est complètement rasé, on va dire, ou pas loin, et puis Deming qui vient réunir tous les dirigeants et qui vient de leur expliquer la qualité et leur dire que s'ils font tout ce que demande Deming pendant ce plan Marshall, que les Japonais seraient devant les Américains 20 ans plus tard. Ce qui va arriver, puisque on verra dans les années 70 l'apparition de Toyota, de Nissan, de Panasonic, de Sony, etc. Et donc, c'est vrai que Toyota a pas mal aidé aussi à l'essor du lean. Bien sûr, il y a eu plein de choses entre-temps. Et puis, en 2011, on a cette industrie 4.0 qui arrive, poussée bien sûr par les Allemands, parce qu'ils ont des entreprises robustes sur le sujet, et commence à arriver des nouvelles techniques, des nouveaux outils, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, de l'automatisation, il y en avait déjà avant, mais tout ça, ça s'accélère. Et on va avoir en effet cette frénésie d'industrie 4.0, je dirais essentiellement d'ailleurs en Europe, pour aller au Japon de temps en temps. Ils ont été moins touchés par ça, surtout au début. Ils ont regardé un peu l'Europe un peu de loin en se disant on va voir ce qui se passe. Alors bien sûr, ils en faisaient déjà, de la robotisation, de la gestion des données, ils en avaient. Mais voilà, il y a eu cette industrie 4.0 qui est venue mettre en évidence un certain nombre de choses. Et le lean, là aussi, va s'adapter et va s'appuyer sur ses fondamentaux. Dans un sondage qu'on a pu faire d'ailleurs avec le baromètre lean, là, qu'on a mis en place depuis 4-5 ans, une des questions qu'on pose, parce qu'on voulait voir justement après le Covid s'il n'allait pas aller avoir une autre manière de conduire le lean, on voit quand même qu'il y a 70% des gens qui sont en lien avec le lean qui disent oui, en effet, dans les prochaines années, il y aura une autre manière de conduire le lean. Alors bien sûr, il y aura une autre manière de conduire le lean parce que cette techno dont on parlait avec le 4.0, elle est vraiment présente. Il y a davantage d'automatisation, on va parler d'intelligence artificielle qui va également venir bousculer la résolution de problèmes de beaucoup de choses. On a aussi dans cette autre approche du lean, je dirais des clients qui demandent davantage de personnalisation, qui demandent des expériences différentes, donc il va falloir aussi adapter les processus, et donc le lean aussi aura une place à jouer là-dedans. Il y a cette partie écologique dont on a parlé, le green, le lean vert, et bien sûr le lean aura d'autres objectifs peut-être demain avec cet objectif d'aider les usines à se décarboner, à être plus efficaces sur cette partie green. Et puis je dirais que le lean, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est impliquer les personnes et donc la fidélisation des collaborateurs, la collaboration qui est mise en place à travers tous ces projets d'amélioration. Ça va être aussi un élément important qui va évoluer dans les prochaines années. Donc la vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui et dont on faisait un peu le postulat tout à l'heure, c'est finalement, est-ce que demain, on sera plutôt lean ou on sera plutôt 4.0 ou est-ce qu'on sera lean et 4.0? La réponse, je pense que vous l'avez. J'en ai parlé déjà un petit peu au fil de l'eau. C'est sûr que ça sera lean et 4.0. Le 4.0 ne va pas remplacer plein de choses qui sont faites aujourd'hui. Est-ce qu'il faudra qu'on s'arrête de former les opérateurs demain? Non. Donc demain, bien sûr, on va continuer à avoir des standards. Par contre, l'industrie 4.0 va nous aider en effet avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle, des standards vidéo. Et ça va nous permettre en effet d'être beaucoup plus efficients sur la formation. Là où on pouvait passer 3, 4, 5 jours, voire plus à former un opérateur, on passera peut-être demain que 1 ou 2 jours parce qu'on aura en effet des outils techno ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Quand je parle du futur, c'est déjà le présent. Donc, ça va nous permettre d'aller en effet beaucoup plus loin. Quand on parle de 5S, d'amélioration de l'ergonomie, de l'aménagement des postes, parce
qu'on fait aussi beaucoup dans le Lean, bien sûr qu'on ne va pas s'arrêter d'en faire. Par contre, on va avoir des outils qui vont nous permettre de mesurer le niveau ergonomique avec des caméras, etc., qui nous permettent tout de suite d'identifier les postures mauvaises. On va avoir bien sûr des capteurs qui vont nous permettre de savoir où sont tout de suite les outils. On va pouvoir faire des audits 5S digitalisés pour savoir tout de suite où est-ce qu'il faut travailler, où est-ce qu'il faut se focaliser. Donc, des assistances visuelles aussi sur le poste pour faciliter la prise de poste. Donc, tout ça aussi, le 4.0 va donner beaucoup plus d'efficience aux démarches Lean. Idem sur les machines. On ne va pas arrêter de faire de la maintenance autonome, de la maintenance préventive, qui est un des fondamentaux du Lean aussi quand on parle des équipements. Par contre, bien sûr, la maintenance prédictive, la gestion des data va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces et peut-être de réduire ces temps-là pour être vraiment au juste nécessaire aussi sur ces maintenances-là. Idem sur l'amélioration des processus. Alors bien sûr, on va peut-être passer des cartoprocessus où on utilisait des post-it avec des simulateurs, des jumeaux numériques qui vont nous permettre d'être beaucoup plus rapides, mais l'esprit sera toujours le même derrière. C'est juste les outils qui vont nous permettre de gagner en efficience sur toutes ces approches que l'on avait auparavant. Et puis bien sûr, tous les problèmes, il y en aura toujours. Même avec du 4.0, on aura toujours des problèmes. Et donc ces problèmes, il va falloir toujours les résoudre. Et la résolution de ces problèmes-là, alors peut-être que l'IA et plein de systèmes techno vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite, d'avoir en effet les données, d'avoir des éléments de réponse pour pouvoir résoudre les problèmes, mais on aura toujours besoin quand même de jus de cerveau derrière pour pouvoir, bien analyser, bien comprendre, et puis surtout aller sur le terrain pour mettre en œuvre les actions qui vont bien. Donc, d'une manière globale, ce que l'on peut voir, dans mon discours, ce que vous voyez, c'est que finalement, le 4.0 va donner beaucoup plus d'efficience aux approches Lean et va permettre d'aller beaucoup plus loin, ce qui me permet d'enchaîner sur cette matrice de maturité qui compare un peu maturité usine et 4.0, je dirais, et maturité Lean. Ce que l'on peut voir en bas à gauche, c'est sûr, si on n'est pas mûr sur le Lean et pas mûr sur le 4.0, bon, là, il y a un petit peu de boulot. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je commence d'abord par le 4.0 ou est-ce que je commence d'abord à grandir sur la maturité Lean? Ma position, c'est de monter d'abord sur la maturité Lean. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre en place ces fondamentaux. Parce que si vous basculez plutôt sur du 4.0 avant d'être en maturité Lean, vous allez peut-être digitaliser des choses qui ne sont pas bonnes, mettre en œuvre des choses sur lesquelles on n'a pas de fondamentaux. Je dis n'importe quoi. On voit des entreprises, des fois, des petites PME, qui mettent en place un robot, par exemple, qui n'en avaient jamais eu, mais qui ne savent pas ou peu faire de la maintenance autonome, maintenance préventive. Donc, ce qui se passe au bout de quelques mois ou quelques années, c'est que ces robots, on les arrête parce que finalement, on n'avait pas la culture de faire de la maintenance sur ces équipements-là. Et des exemples comme ça, on en a plein. On voit aujourd'hui du paperless dans certaines usines. Je supprime les papiers, je mets des écrans pour 6 mois plus tard revenir à un tableau blanc. Ces allers-retours existent. D'accord? Alors, là aussi, il y a des contre-exemples. Bien sûr, il y a des entreprises où ça fonctionne très bien. Et cette transition s'est bien faite quand on a justement bien impliqué les opérateurs et les collaborateurs dans cette démarche-là. Alors, en haut à gauche, c'est quand on est déjà bien mature sur le Lean. Et là, justement, de cranter sur la partie 4.0, ça va nous donner beaucoup plus d'efficience. Et donc, je vais être encore plus rapide pour traiter les problèmes. Je vais être encore plus rapide pour détecter les pannes sur les machines. Donc, je serai beaucoup plus efficient. Donc, le parcours, pour moi, il est, ou je dirais le processus, c'est montons d'abord en maturité Lean et ensuite gagnons en efficience avec le 4.0. Mais il y a aussi c'est pas forcément quelque chose qui est, c'est quelque chose qui peut être aussi agile. Et je peux très bien des fois démarrer par quelque chose qui va être du 4.0 pour me donner aussi un peu de culture Lean. D'accord? Parce que ça va tendre un peu le système. J'essaie de regarder un petit peu le temps, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. On est bien. Autre question. Pardon? J'ai dit on est bien sur le temps, t'inquiète pas. Ouais, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Autre question qu'on a posée lors de ce baromètre, c'est quelles sont les pratiques qui vont évoluer demain, finalement. Et ce que l'on voit, c'est que ça fait quand même
sur la partie post-Covid, vous voyez qu'il y a eu une grosse progression sur l'implication du management. C'est quelque chose qui reste à un niveau, c'est-à-dire 76% des gens qui répondent disent pour continuer à évoluer sur le ligne, il faut qu'on continue à faire grandir le management sur ces démarches-là. Bien sûr, avec de la formation. On voit, alors même si c'est un petit peu baissé sur cette année, on est quand même sur des niveaux assez élevés, 55% qui disent qu'il faut continuer à former sur le lean. Il faut toujours prioriser des nouveaux outils. Mais voilà, l'implication du management va être très importante. Et ce graphique-là est intéressant parce que on s'aperçoit que c'est malheureusement là souvent que ça bloque. D'accord ? C'est quand on n'a pas donné du sens aux démarches qu'il peut y avoir des blocages et que des démarches lean ne fonctionnent pas. C'est qu'il y a justement des points de blocage au niveau à management intermédiaire ou des fois au top management. Et donc, il y a un gros travail encore d'implication du management. Souvent, les niveaux corporate savent très bien où il faut aller. Mais c'est dès qu'on va redescendre, en effet, au niveau top management ou management intermédiaire, que là, il y a vraiment de la formation à faire, de l'explication, du coaching, pour pouvoir justement lever tous ces freins pour mettre en place ces processus lean. Mais qu'on va retrouver aussi, comme toute démarche, quand on parle de 4.0, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il va falloir expliquer, donner du sens pour que justement on puisse mettre en place ces approches-là. Le dernier indicateur que l'on a, c'est est-ce que vos projets d'investissement usine 4.0 sont freinés. On avait, vous voyez, en 2020, en plein Covid, on était tombé quand même à 53% de non, ils ne sont pas freinés, mais quand même l'autre moitié qui ne savait pas ou qui disait oui, ça va s'arrêter. Et puis, progressivement, on est remonté et on est revenu à des niveaux tout à fait stables, c'est-à-dire qu'on a 70% qui disent non, c'est pas freiné, on continue à avancer sur le 4.0. Donc, ça veut dire qu'on a bien vu l'intérêt, sachant que les entreprises qui sont interrogées sont souvent des entreprises qui ont déjà une maturité ligne. Pas forcément au top, mais qui ont déjà démarré, qui ont déjà fait des choses. Donc, pour eux, en effet, le 4.0 est synonyme d'efficience et encore de combinaison avec le lean, de recherche de performance accentuée. Comme je suis toujours dans le timing, je vais déjà arriver à ma conclusion, mais comme ça donnera un peu de temps pour les questions. Ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que, le lean ne meurt jamais. Il se réinvente toujours. Ça pourrait être un titre presque de James Bond, mais non. On s'aperçoit que voilà, il y a vraiment une évolution, que la philosophie du lean s'est adaptée à chaque fois avec les technos, les contraintes qu'il y a pu y avoir. Et donc, c'est un système dynamique qui n'arrête pas de bouger. Que la performance, bien sûr, elle se fera en combinant bien le lean et l'industrie 4.0. D'accord ? Ceux qui font que du lean, c'est bien, mais à un moment donné, ça ne suffira pas. Donc, il faudra vraiment aller chercher des vecteurs de croissance avec l'industrie 4.0, parce que c'est ce qui va leur permettre d'être encore plus efficients et de passer moins de temps sur les recherches et sur la résolution des problèmes. Et puis, le dernier point dont je voulais parler, enfin, même il y en a un autre un peu sous-jacent, c'est vraiment avant de passer en se disant je vais développer du 4.0 partout, de bien se poser la question de la maturité des pratiques lean, de dire est-ce que c'est suffisant, est-ce que j'ai déjà un niveau suffisamment correct. Ça ne veut pas dire être un cadre, mais est-ce que j'ai un niveau suffisamment correct pour passer à cette étape-là. Et puis derrière tout ça, il y a quand même un point qu'il faut se poser, une question d'ailleurs qu'on peut lancer ici, c'est la notion de frugalité. C'est vrai que le 4.0, finalement, ça coûte cher. Alors, ça rapporte, bien entendu. Ça peut coûter cher. C'est des ressources. C'est de la matière qu'on achète, que ce soit un capteur, un robot, etc. C'est de l'énergie qui est utilisée. C'est de la matière première qui est utilisée. Donc, je pense qu'il faut qu'on se pose aussi la question, quand on bascule dans le 4.0, ou davantage dans le 4.0, de se poser cette question de frugal, c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Qu'est-ce que ça me fait gagner? Est-ce que, alors je vais caricaturer, mais d'avoir une télé qui fait 2 mètres de long pour me donner une information qui n'est pas connectée à une base de données, est-ce que finalement, je ne peux pas utiliser juste un tableau blanc avec des marqueurs?
si c'est juste pour projeter une information. D'accord? Après, si l'écran, bien sûr, il est connecté à une base de données, que ça me donne une information live et que je suis en management temps réel, bien sûr que c'est bien et que ça sera beaucoup mieux. Donc, soyons au juste nécessaire. On voit beaucoup d'allers-retours. D'accord? Alors, souvent parce que peut-être c'est mal expliqué, peut-être que les opérateurs n'en voient pas l'intérêt, toujours. Donc, il faut vraiment donner du sens. Donc, cette notion de frugalité, je pense qu'elle est importante pour éviter, je dirais, d'enchaîner aussi l'époque, de revenir en arrière, de lancer un truc et puis après on s'arrête. Donc, il faut vraiment se poser les bonnes questions avant. Et je pense que, comme tout projet, à un moment donné, il faudra se poser la question, est-ce que je suis bien au juste nécessaire? Est-ce que je n'ai pas mis trop de capteurs? Est-ce que je n'ai pas mis trop de trucs? Enfin bref, cette notion de frugalité, elle est importante. Moi, je l'ai vu au Japon, en effet, fin année 2010, un peu avant le Covid, où finalement, bien sûr, ils font du 4.0 parce qu'ils ont de la robotisation, ils ont plein de choses, mais ils se posent vraiment cette question de la frugalité. Ils vont se dire, est-ce que j'ai besoin d'un tapis électronique ou avec plein de mécanique partout pour transposer une pièce d'un point A à un point B? Est-ce que je ne peux pas utiliser de l'énergie? Est-ce que je ne peux pas utiliser des karakuris? Est-ce que je ne peux pas utiliser la gravité pour le faire? Est-ce que je n'ai pas la possibilité de récupérer de l'énergie un petit peu partout à la source, là où j'ai de la translation? Voilà. Donc, ils vont vraiment se poser ces questions de la frugalité et je pense que c'est des questions qu'on doit se poser aussi avant d'aller plus loin. Carlos? Bien, je citerai Deming. Oui, Carlos, il faut que tu laisses un peu de temps pour les questions que vont se poser aussi nos anciens. Non, mais j'ai fini. J'ai fini avec cette citation de Deming, qui est un peu le papa du Lean aussi, hein, post-guerre, juste pour provoquer. J'aime bien l'utiliser pour provoquer souvent mes comités de direction. De dire, voilà, il n'est pas nécessaire de changer, la survie n'est pas obligatoire. Donc, il faut qu'on soit en changement permanent. Merci beaucoup. Merci à toi de cette présentation. On a quelques minutes pour laisser la place aux questions. C'est vrai qu'on a quand même des anciens qui sont dans des secteurs très variés. J'ai pu regarder quelques-unes de vos fiches et je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, on n'a pas que de l'industrie automobile du tout. Qu'est-ce que ça soulève chez vous? Qui a envie de poser cette première question? Toujours la plus difficile. Sébastien? Ouais, je vais faire la première question. Merci beaucoup, Carlos, pour ta présentation. Alors, j'hésite entre une question ou une remarque. En tout cas, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça fait des années, pendant des années, on a poussé sur le Lean avec du visuel. Et en fait, moi, j'ai juste un point d'alerte, en tout cas une inquiétude, c'est que quand on fait du 4.0, c'est qu'effectivement, à un moment, on passe sur du numérique et il y a un risque un peu de perdre ce côté réel, concret, facile. Un gravitaire, il est rempli, il est vide, c'est facile à voir. Un système de capteurs qu'on va voir peut-être plus tard à un autre endroit, etc. Je trouve que effectivement, ce que tu disais sur la frugalité est intéressant. Moi, je me pose cette question sur, oui, c'est bien d'avoir des capteurs. C'est tellement facile aujourd'hui de mettre un capteur, de le brancher en Bluetooth, que ça soit relayé, etc. Mais c'est le risque aussi de perdre ce côté 3 réel, ce côté terrain et ce côté visuel. Oui, tu as tout à fait raison. Et même un petit capteur qui éventuellement ne coûte pas très cher, c'est aussi derrière de la maintenance. Donc, c'est une ligne qu'on rajoute à un plan de maintenance préventive en disant est-ce que le capteur il est OK, voire une checklist de démarrage, on dit est-ce qu'il est OK, pas OK. Donc, je pense que je reviens à cette notion de juste nécessaire en fait. Il faut vraiment qu'on fasse les choses au juste nécessaire, qu'on ne soit pas dans la frénésie de dire, parce que des fois on entend ça, c'est j'ai vu dans une usine qu'il faut des AGV, donc je vais mettre en place des AGV. Bon, OK, mais pourquoi? C'est quoi l'objectif? Un AGV, c'est à la rigueur un gaspillage, hein, c'est un déplacement. Donc, on déplace des choses, ça reste un gaspillage, sauf que c'est un gaspillage automatisé. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'AGV, mais ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est au service d'une problématique. Et ce côté visuel dont tu parles aussi est super important, parce qu'aujourd'hui,
dans certaines usines, j'ai eu l'occasion d'en visiter, bien sûr, presque tous les jours. Des fois, on n'arrive plus à savoir est-ce que l'usine, elle tourne bien ou pas, finalement. Il n'y a plus de management visuel, les écrans sont éteints parce que il faut économiser un petit peu, donc on éteint les télés. On voit quand même quelques andons, des fois, qui nous disent on est en avance, en retard, mais voilà, il faut vraiment avoir l'œil aguerri pour savoir est-ce que ça tourne bien ou pas. Donc, le make visible, il faut vraiment insister dessus et continuer à pouvoir rendre visibles les problèmes. Je suis d'accord avec toi. Oui, parce qu'au final, juste pour compléter, effectivement, au final, du coup, on va avoir peut-être des managers qui, dans leur bureau, vont avoir la visibilité de tout le flux. Mais ce qu'on oublie, c'est que dans le Lean, ce qui est important, c'est que tout le monde puisse prendre des décisions, c'est que tout le monde puisse être acteur et voir ce qui se passe. Et donc ça, c'est voilà, un peu le… Il ne faut pas qu'on déresponsabilise, tout à fait. Exactement. Donc, on a une autre question. Eman. Oui, bonjour. Merci, Carlos, pour ta présentation. J'ai une question. Je comprends que peut-être dans le cadre d'une usine, la démarche Lean peut être plus ou moins claire et puis un processus bien défini. Pour mon cas, qui est une expérience plutôt dans le semi-conducteur, et actuellement, je m'oriente vers du consulting. Donc, j'essaie de faire de la sous-traitance pour mes clients. Comment m'y prendre pour avoir cette démarche Lean et comment faire pour la rendre visible pour mes clients? Alors là tu parles de toi en tant que futur consultant, c'est ça? C'est ça. En tant que futur consultant avec une entreprise, avec plusieurs consultants. Donc, une entreprise qui fait de la sous-traitance. D'accord. Je dirais que la première chose, si j'ai bien compris, c'est déjà de la formation, en fait. C'est de se dire, est-ce que une formation au Lean, en fait, vous avez plusieurs niveaux. Aujourd'hui, ce qui vient du Six Sigma, c'est un peu aussi à convertir un peu Lean. Donc, vous allez avoir du white belt, du yellow belt, du green belt, du black belt, du master black belt. Et tout ça, c'est des parcours de formation qui sont, bien sûr, qui peuvent être longs. Donc, je dirais que la première chose, c'est déjà la formation. C'est de savoir, en effet, c'est quoi le Lean, c'est quoi les principaux outils, la philosophie que l'on a derrière. Donc, peut-être première étape, de bien se former au Lean et puis surtout de pratiquer derrière avec des cas concrets chez vos clients. Mais je n'ai pas compris, j'ai pas bien compris par rapport à votre question. Est-ce que vous étiez déjà formé au Lean ou c'est quelque chose justement que vous démarrez? Non, justement, c'est quelque chose qu'on voudrait démarrer, qu'on voudrait rendre visible pour promouvoir notre service. Oui, tout à fait. Je dirais, le premier conseil, c'est vraiment de bien se former. D'accord. Très bien se former au Lean. Parce que derrière le Lean, en fait, il y a bien sûr un état d'esprit, ce qu'on s'est dit là en un quart d'heure, 20 minutes. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils, de démarches pour rendre visibles les problèmes, en fait. Et là, c'est des batteries d'outils, de techniques qui existent. Et c'est vrai que ça met pas mal d'années pour toutes les maîtriser. Super. Merci. Pascal, tu as levé la main? Oui, en fait, avec Carlos, Pascal Prévost, donc je suis présidente d'Arvez, on a mis en place une formation sur les fondamentaux du Lean sur une journée. Donc, n'hésite pas à t'y inscrire. Les prochaines dates sont le 11 juin, ou le 25 septembre, ou le 26 novembre. Voilà. Okay. Ça arrive vite. Oui, ça arrive vite, oui. On arrive théoriquement à la limite du temps d'échange qu'on avait prévu, 45 minutes, mais s'il y a une autre question ou d'autres questions, on peut quand même les prendre. On a la chance de pouvoir être à l'écoute. Ou est-ce que je clôture? Pas de dernière question? Bon, écoutez, je vous remercie. Pour cette première, j'ai trouvé des échanges extrêmement intéressants et on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire, en tout cas pour les alumni, dans le cours du mois de juin. On vous envoie la date bientôt. Et à ce moment-là, je vous redonnerai, si vous le voulez, les coordonnées de Carlos, Cardozo d'Apiline, d'Arvez de filiale pour la formation, s'il y en a qui veulent creuser en off le sujet un petit peu plus. Voilà. Merci à tous.
Et Super. n'hésitez pas à vous connecter sur la plateforme. Oui, bien Merci sûr. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Une Merci, bonne au journée. revoir. Ken. Au revoir, Merci merci. beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.